expliqué. Je suis arrivée au CHU de Dijon il y a assez peu de temps, il y a moins d'1 an. Et donc je suis ravie de présenter le bilan pré-greffe et surtout ses actualités, ce qui est un petit peu en train de changer, et donc ce qui nous concerne tous quand on prend en charge les patients avant la greffe. Donc bien sûr, le bilan pré-greffe, c'est le moment de faire le point sur quels sont les risques encourus pour nos patients et quels sont les risques à plusieurs niveaux. Les risques immunologiques, qu'est-ce qu'on va prendre comme risque au niveau du HLA, les risques infectieux, les risques néoplasiques et chirurgicaux et d'autres. C'est les cas sur lesquels je vais un petit peu insister. La première chose dont je voulais vous parler, c'est les changements au niveau immuno. Parce qu'on est en train de mettre en place le dépistage puis la validation des anticorps dirigés contre le greffon par une technique très sensible qui est le Luminex Single Antigène, que vous connaissez déjà peut-être. Mais de ce typage-là va dépendre notre attitude par rapport à la gestion de l'appel de greffe, et on ne va plus forcément faire le cross-match réellement comme on le connaît tous, mais le cross-match virtuel. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on essaie de mettre ça en place. Donc juste un petit rappel sur les cross-matchs. Les cross-matchs, on a tous en tête le cross-match par lymphocytotoxicité, c'est le premier en haut. C'est le cross-match historique, celui qu'on faisait habituellement, c'est-à-dire on prend le sérum du patient, on le met en contact avec un panel de HLA connu, et puis on voit si ça réagit ou si ça ne réagit pas. Il faut que ce soit négatif pour greffer, et puis c'est grâce à ce cross-match-là qui est encore fait pour tous les patients à l'inscription sur la liste d'attente, et qu'on va calculer le PRA, donc le pourcentage finalement, à combien de pourcents ça réagit. Et c'est un témoin de l'immunisation du patient. Le deuxième cross-match qui est plus sensible, on essaye de faire de plus en plus, c'est le cross-match en flux. Et là c'est assez différent, c'est quand on a le lymphocyte du donneur, on va mettre le sérum du receveur, et on va voir ce qui réagit en révélant la fixation vraiment de l'anticorps du receveur sur la cellule du donneur. Mais alors voilà, la technique la plus sensible maintenant, c'est le Luminex Single Antigène, qu'on on dit LSA, peu importe. En fait, là, c'est beaucoup plus sensible parce que c'est sur plein de petites billes, et sur chaque bille, il y a un seul HLA. Donc du coup, si la bille s'allume, c'est qu'on a vraiment un anticorps dirigé contre ce HLA-là, un DSA, donc un anticorps dirigé contre le donneur spécifiquement. Et donc ça va nous permettre pour chaque patient de se dire, ben voilà, ce patient-là a telle immunité contre telle spécificité HLA. On va le connaître en précision. Et en plus, ça va nous donner une valeur qu'on va appeler MFI, l'intensité de la fluorescence. Et c'est semi-quantitatif, ça va nous permettre de suivre le taux de ces anticorps à chaque dosage. Et donc là, je vous ai mis ici, par exemple, ça c'est post-greffe. On va pouvoir suivre pour chaque personne, dans son sérum, l'intensité de chaque DSA. Donc ça c'est en post-greffe, mais on fait la même chose en pré-greffe. Et donc, ce qu'on fait également, c'est du dépistage, donc c'est un petit peu moins sensible, parce que là, au lieu d'avoir pour chaque bille un seul HLA, en fait, on a plusieurs HLA par bille, et ça permet juste de dépister. On fait le même test, et on révèle la fluorescence, et ça va nous permettre de dire est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce qu'il y a des anticorps dans le sérum du patient. Et donc là, c'est moins sensible, mais c'était déjà utilisé. Ce qui n'était pas utilisé en pratique courante, c'était le typage du single antigène pour tout le monde à l'inscription. Et donc maintenant, ce qui va être fait, c'est qu'on va utiliser ces résultats du single antigène pour se dire, est-ce qu'on a besoin d'attendre un vrai cross-match avant de greffer, ou est-ce qu'on peut aller plus vite, gagner un petit peu de temps, et juste imaginer quels sont les anticorps présents par rapport au donneur, qu'est-ce que lui porte comme spécificité en HLA, et si on sait qu'il n'y a aucun anticorps qui pourrait réagir avec le donneur, c'est pas la peine d'attendre le cross-match, on y va directement. Et donc ça, c'est ce qu'on a mis en place, je vous disais, c'est un petit peu petit, mais donc pour tous les patients sur la liste d'attente, on va rechercher systématiquement ces anticorps en technique très sensible, et il faut qu'on le réalise quand même 2 fois à 3 mois d'intervalle pour être sûr de leur présence ou de leur absence. Soit on se trouve chez quelqu'un qui a beaucoup d'anticorps déjà, et qui est très immunisé, on va pas attendre, pour lui on va attendre justement le vrai cross-match. Par contre, si on a un patient qui n'est pas immunisé, ou qui n'est pas dans le protocole antigène permis, on va inclure systématiquement les patients comme éligibles à ce cross-match virtuel. On les inclut donc dans ce protocole, et puis au moment de l'appel de greffe, on va regarder quelles sont les spécificités. S'il a des anticorps contre le donneur, bon bah,
on ne peut pas le faire, on va tout de suite repartir à, on fait un vrai cross-match. S'il n'a pas d'anticorps dirigé a priori contre le donneur, on va quand même regarder est-ce qu'il n'y a pas eu d'événements immunisants dans les 3 derniers mois. Est-ce qu'il n'a pas été transfusé? Donc d'où l'intérêt pour nous de connaître les épisodes de transfusion et de les transfuser le moins possible quand c'est faisable. Est-ce qu'il y a une grossesse? Ça en général on ne passe pas trop à côté. Ou est-ce qu'il y a eu une transplantation? Dans les 3 derniers mois, on le sait également. S'il n'y a pas eu d'événement immunisant, et qu'en plus le dernier sérum est bien actuel, il date de moins de 90 jours, alors on va s'affranchir du cross-match réel et on va faire le cross-match virtuel. Alors quand je dis on va s'affranchir du cross-match réel, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait on va le faire quand même, c'est juste qu'on ne va pas attendre les résultats pour greffer, et puis on regardera après. Donc il y a rarement de surprise quand même. Et par contre, dans tous les autres cas, s'il y a eu un événement immunisant, s'il y a quelqu'un qui est très immunisé de base, on fait le vrai cross-match réel, prospectif, idéalement en cytométrie en flux, et là du coup ça met 4 heures. Donc quand on a des délais qui sont un petit peu restreints, quand on a envie d'aller au bloc le plus tôt possible, de greffer en heure plutôt ouvrée pour les chirurgiens, les anesthésistes, et ça fait quand même gagner 4 heures de temps. Donc ça c'est une des nouveautés en fait, qui vient de se mettre en place au CHU. Le deuxième point que je voulais aborder de façon assez longue avec vous, c'est le côté infectiologique, en fait pré-greffe, parce que c'est des choses qui peuvent nous poser vraiment de gros soucis post-greffe, et je vais vous montrer un cas clinique rapidement, mais qui vient de nous arriver. Donc ça c'est le calendrier vaccinal que vous connaissez, c'est tout ce qu'il faut qu'il soit vraiment à jour. Mais donc ce cas clinique, c'est un cas clinique tout à fait réel qui s'est passé au début de l'année. C'est un homme jeune, il a une quarantaine d'années, il a une néphropathie à IgA, il est dialysé depuis peu de temps, il est en très bon état général et globalement on attend beaucoup de la greffe. Il est transplanté en début d'année et tout se passe bien. Pendant la première semaine d'hospitalisation, il a un fébricule à J5. Bon, il y a une hémoculture qui pousse à Staph epidermidis qu'on ignore complètement parce que c'était une contamination. Tout se passe bien, il a même un angioscanner parce qu'il y avait un ECPU à candidat, pas d'érythrisme mycotique. Il a sa première puis sa deuxième dose d'ivermectine et il sort à la maison et tout va bien. Tout va bien, sauf qu'il est réhospitalisé début mars avec une altération d'état général, pas très bien, mais comme nos greffés ils font souvent, c'est-à-dire mini-fébricule, tout vraiment très limite, on est en pleine épidémie grippe, donc on fait les PCR, grippe, Covid, VRS, on attend les résultats, il ne se dégrade pas du tout, tout va bien. On se dit, on baisse un petit peu le mifortique pour lui permettre de reconstituer ses défenses tout seul. Il a une petite conjonctivite, on prend un avis ophtalmo qui dit, on met des gouttes, super. Voilà. Et puis ça passe pas vraiment, il a toujours son syndrome viral, la conjonctivite s'aggrave, il a une photophobie, on se dit bon bah ça y est, c'est la méningite, on fait la ponction lombaire, on fait dans la ponction lombaire les PCR multiplex, la culture, on sort le bazooka de la greffe, là on est en cœur du sujet, on adore ça, on passe tous auprès du patient en se disant alors qu'est-ce que ça va être comme virus. Bon, finalement, ça se passe pas si bien, il passe en détresse respiratoire, pourquoi on dit donc quand même cette pneumopathie, c'est quelque chose. On fait un angioscan thoracique en se disant il ne faudrait pas qu'on fasse un peu de l'embolie pulmonaire. Tout, mais parce que c'est pour la chute. Bon, le scanner, il n'y a pas d'embolie pulmonaire, c'est sur la vous n'avez pas bien injecté comme ça on ne peut pas voir. Et puis, il y a quand même une bronchopneumopathie bilatérale, mais une CRP à 30, c'est bizarre parce que si c'est bactérien, c'est quand même pas très brillant, et puis finalement, quand même, les images, elles sont moches. Donc, bon, on se creuse vraiment la tête, on élargit l'antibiothérapie, on cible aussi les infections fongiques, on refait tout un bilan dans tous les liquides possibles et inimaginables. Au début, il n'y a pas de LBA en première intention, parce que les pneumologues n'étaient pas tout à fait partants en disant, comme les lésions, comme vous avez vu, sont très distales, le rigueur n'a pas de rendement. Bon, voilà. Et puis, il continue à faire des épisodes de détresse respiratoire qu'on ne comprend pas bien. Vous voyez, on essaye céfotaxine, spiramycine, tazocilline, venlamycine, on fait les trois, enfin, bref. On n'y arrive pas. Et puis finalement, ça s'aggrave. Il y a plein d'enseignants qui pensent qu'on est en SNA et que ça ne va pas du tout. Et donc, on a quand même manqué quelque chose. On a manqué quelque chose, d'autant plus que ma garde du 31 mars, on transfère le patient en réanimation. Je suis avec un interne qui est super, on discute beaucoup, mais surtout le lendemain matin quand on se lève, mon interne il est comme ça. Et en fait il a un crash morbidiforme. Et donc en fait c'est une rougeole. Une rougeole de milieu déprimé, juste
moi, alors je n'ai pas énormément d'expérience, mais que je n'ai jamais vu, mais que les plus âgés n'ont pas forcément vu non plus, même dans les centres où ils ont pas mal de greffes. Donc, ça nous a poussé à réviser la rougeole, et surtout à réviser la vaccination de nos patients, parce que pour nous, très honnêtement, la rougeole, c'était plutôt une case en disant il faut que nos patients soient vaccinés, il faut qu'ils soient vaccinés contre tous les germes habituels, le calendrier vaccinal, vous voyez, je suis passée dessus en disant, vous voyez, les vaccins obligatoires, il faut vacciner tout le monde. Bah ouais, il faut vraiment vacciner tout le monde. Et donc en fait, la rougeole, juste pour vous dire, parce que c'est quand même une maladie qui était censée être éradiquée, on a eu le vaccin dans les années 80, à l'époque on avait 400 000 patients enfants en fait, en France qui faisaient la rougeole chaque année, et puis il y a le vaccin, une dose, deux doses. On arrive dans les années 2000 à quasiment éradiquer la rougeole avec une couverture vaccinale qui était pas mal. Sachant qu'il faut 95% de la population pour que le virus arrête de circuler en France. Enfin, dans le monde en fait. Et donc, pour l'instant, en 2005, ça avait l'air pas mal. Et donc, cette maladie, elle était presque oubliée parce qu'on se souvient du rash morbilliforme dont je vous ai parlé, mais en fait, on est contagieux avant et après. Là, pour le coup, en refaisant l'histoire, oui, il y a une conjonctivite, il y a un rash cutané muqueux, il y a un signe de Koplik, mais on ne l'a pas regardé. Et puis, de toute façon, même si c'est pathognomonique, c'est pas là tout le temps. Donc, voilà, il y a la toux. Bon. Et donc, on est complètement passé à côté. Et donc, la couverture vaccinale, comme je vous disais, on avait presque éradiqué la rougeole dans le début des années 2000, et puis finalement, ça s'est un peu cassé la figure. Comme vous voyez sur ces cartes de France, elles datent de 2015, donc c'est un peu ancien, c'est avant la vaccination obligatoire qui date de 2018. Et en 2015, il y avait un seul département qui avait 95% de couverture vaccinale en France, avec une dose, donc je vous laisse imaginer pour 2 doses. Et donc en fait, c'est ça qui a enclenché la vaccination obligatoire en 2018. Mais finalement, malgré la vaccination obligatoire en 2018, la situation en France, en ce moment, il y a une résurgence, une réapparition de la rougeole depuis l'année dernière notamment, avec le Covid qui fait qu'il y a moins de gens vaccinés, peut-être des rendez-vous loupés pour les enfants, etc. Et donc on n'est pas du tout le temps. Et puis surtout, le problème, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Donc là, c'est les dernières données du mois dernier. Vous voyez, là, on a jusqu'à avril, on n'a pas encore mai, mais on voit qu'il y a déjà plus de 1000 patients en France cette année qui ont contracté la rougeole. Et bon, nous, on a quand même aussi un petit peu à cause de vous. Voilà. Et donc, il y a quand même de nombreuses questions qui ne sont pas répondues pour ce cas, parce que, bien sûr, il y a une enquête autour du cas, ça nous a permis de voir que même dans les services médicaux, il y a des gens qui pensent être vaccinés et en fait qui n'ont pas eu les doses au bon moment, ou qui ont eu une dose et pas deux. Donc voilà, ça nous permet quand même de faire une petite introspection. Soit dit en passant, notre interne qui a fait le rash était vacciné, donc ça c'est quand même assez. En tout cas, dans la littérature, c'est pas très fréquent de dire qu'on fait le rash, les vrais symptômes de rougeole alors qu'on est bien vacciné, mais c'est possible. Et puis, l'autre question, nous, c'est quand même notre patient, il est quand même décédé de cette rougeole. Donc, on est quand même dans un cas grave. Et donc, ça nous a permis de nous dire, est-ce que sa sérologie à lui, à l'inscription à la greffe, est-ce qu'il était positif? Donc, non, il était négatif pour la rougeole, mais il a été revacciné. Il a eu une dose, alors peut-être qu'on aurait dû en faire 2 en fait. Donc, ça, c'est à nous de travailler là-dessus. Et puis, la vraie question aussi, c'est que comme il a été induit avec de la TG, donc il avait quand même une forte immunosuppression à cause de la greffe, on était dans le premier mois de greffe, peut-être que même avec 2 injections de rougeole, l'issue aurait été différente. Je pense que plus personne dans le service ne passera jamais dans sa vie à côté d'une rougeole désormais, même sans rash, parce que le patient, lui, il n'avait pas l'éruption, mais je pense que maintenant, on va faire des rougeoles à tout le monde. Voilà. Mais bon, donc tout ça pour vous dire que du coup, il y a un vrai intérêt. Ça nous a sensibilisé extrêmement fortement au fait qu'il fallait qu'on remette à jour tout le monde et pour tous les vaccins qui sont importants. Et tous les vaccins, là, je suis désolée, c'est un peu ce forme de listing, c'est un peu illisible, mais finalement c'est ça qui est important. C'est de mettre à jour les vaccins, donc les vaccins qui sont obligatoires pour les enfants, avec les bons rappels au bon moment, que ce soit pour le DTPC, le pneumocoque, donc maintenant on a quand même le pneumocoque à 20 valences. Donc il faut bien pour chaque patient, et c'est un petit peu fastidieux quand même quand on est en consultation, redemander, essayer de connaître avec quoi il a été vacciné contre le pneumocoque, en quelle année, parce qu'en plus il y avait le Prépar 13, le 23 valence, et donc en fonction de la date de vaccination, il faut revacciner avec le 20 valence désormais. La grippe, ça c'est saisonnier, actuellement c'était un trivalent, et on essaye de le faire avant la pleine phase d'épidémie, donc en gros de vacciner à partir de début octobre. Le SARS-CoV-2, donc ça, les recommandations, c'est un peu compliqué. C'est d'autant plus compliqué à faire accepter aux patients qui peuvent vacciner tous les 6 mois, mais pour l'instant, c'est encore les repos. L'hémophilus,
lui, ça ne concerne pas tout le monde, c'est vraiment pour les patients aspléniques ou qui vont recevoir de l'éculizumab, mais donc y penser quand même. L'hépatite B, ça c'est souvent très bien fait en dialyse parce qu'on y pense beaucoup, et puis c'est un vaccin qui n'a pas trop changé, les dates de rappel n'ont pas changé non plus, donc ça c'est assez simple. L'hépatite A, c'est en cas de voyage. Et le méningocoque, ça pour le coup, ça a un peu changé parce que les recommandations vaccinales ont changé pour les enfants. Et donc ça a changé un peu pour tout le monde aussi, parce que maintenant il y a un rattrapage du méningocoque pour tout le monde jusqu'à 24 ans révolus. Et puis après, c'est seulement en cas d'asplénie pour les autres. Le papillomavirus, il y a des recours de ce mois-ci, du 13 mai, je crois, donc c'est vraiment frais de chez frais, qui dit qu'il y a un rattrapage maintenant jusqu'à 26 ans. Avant, c'était 9 à 19 ans pour les enfants et les adolescents, et un rattrapage qui était initialement considéré comme remboursé que pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et qui avaient moins de 26 ans. Donc c'était un petit peu illisible. Et puis les derniers travaux là, qui ont été faits montrent qu'en fait, il y a un bénéfice pour tous, jeunes filles ou jeunes hommes, jusqu'à 26 ans. Donc, voilà, on ne fait plus de distinction. Et ça, il y a même des discussions en ce moment, en disant pour les bilans pré-grève, est-ce qu'il ne faudrait pas aller jusqu'à 45 ans chez les gens qui sont sur les attentes. Il n'y a pas encore de recours formalisé, mais c'est en cours de discussion. Et donc on arrive à notre rougeole. La rougeole, maintenant, on va être un petit peu psychologique dessus. Et donc en fait, l'avantage, c'est que soit on est né avant 80 en France, on va considérer qu'on est vacciné. Soit on n'a jamais été vacciné, on fait 2 doses à un mois d'intervalle. Soit on a déjà reçu une dose, on complète avec la deuxième dose. En gros, il faut que les patients aient 2 doses. Et si on ne sait pas le statut vaccinal, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de risque à revacciner, c'est même marqué comme ça dans les recommandations, donc on peut refaire les 2 doses. Puis si on ignore s'il a été vacciné ou pas, au pire on est très bien vacciné. C'est un vaccin vivant, donc forcément on ne peut pas le faire après la greffe. Ce sera comme la fièvre jaune et comme la varicelle, il y a quand même 4 semaines de délai entre la dernière injection et la greffe possible. Donc ça veut dire qu'on est en contre-indication temporaire pendant 4 semaines. Et ça veut dire qu'il faut qu'on le sache, que le patient sache, qu'il nous le dise à l'arrivée en appel de greffe, parce que pour l'instant, ce n'était pas encore formalisé de notre côté. On n'avait pas cette contre-indication temporaire encore de fait. Et puis le Zona, donc le Shingrix, qu'on fait maintenant larga manu chez tous les patients en attente de transplantation, d'autant plus s'ils sont un petit peu âgés. Là, c'est 2 doses à 2 mois d'intervalle. Et puis, par contre, si le patient a déjà fait un Zona, il faut respecter 1 an avant le rappel. Et là, par contre, c'est pas un vaccin vivant, contrairement à la varicelle, donc on peut même le faire après. Voilà. Je suis désolée pour ce côté un petit peu rébarbatif de listing. Je pense que vous avez compris pourquoi on est traumatisé. Juste pour parler de tuberculose, là pour le coup, c'est juste pour le plaisir, parce qu'il n'y a pas de changement en fait dans les recommandations. C'est pas une actualité, c'est la tuberculose. Il faut bien faire la part des choses au début entre est-ce que c'est une tuberculose maladie ou une tuberculose possiblement latente, et ça c'est avec le scanner, les signes cliniques. Une fois qu'on sait qu'il n'y a pas de tuberculose maladie, s'il y a une tuberculose maladie, il faut traiter avant la greffe. Ça c'est vraiment la recommandation, sauf s'il y a une voie d'accès, une voie d'abord en dialyse qui ne permet plus la dialyse, c'est un peu du sauvetage, mais sinon c'est vraiment traiter avant. Si c'est pas une tuberculose active, maladie, alors on fait le quantiferon. Si c'est négatif, c'est négatif. Si c'est positif, c'est donc une tuberculose latente. Et là, idéalement, il faut traiter avant la greffe, mais en fait, on peut traiter aussi après la greffe. Comme en plus le traitement il dure 9 mois en monothérapie, on ne va pas mettre notre patient en contre-indication temporaire pendant 9 mois. On va commencer le traitement. S'il est après la greffe, on continuera après. Si ça n'a même pas pu être fait avant, on le fera carrément après. Il faut juste commencer le traitement dans les 15 jours. L'anguillulose, là il y a une petite actualité. Donc vous savez, l'anguillulose c'est un parasite qui s'appelle de son nom barbare Strongyloides stercoralis, qu'on trouve dans les endroits plutôt tropicaux et qui va à la faveur, si on marche pieds nus sur de la terre humide, va traverser la peau saine de nos plantes de pied et faire tout un cycle de migration au sein de l'organisme, avec notamment un cycle d'auto-infestation ensuite prolongé. Et donc on va rester porteur pendant parfois 30 ans. On peut avoir des formes chroniques très importantes et puis surtout on peut être complètement asymptomatique. Alors on peut avoir une phase d'infestation bruyante, mais pas du tout systématiquement. Et chez l'immunodéprimé, ça fait une anguillulose maligne avec 2 formes qui sont décrites, une hyperinfestation et puis une forme disséminée. Et l'Agence de la biomédecine en a reparlé récemment parce qu'en 2022,
Il y avait eu 2 cas en fait, d'angulose maligne chez les transplantés. Alors, ce n'était pas des transplantés de reins, c'était des transplantés de foie et de poumon, mais c'était quand même grave. Je crois que les patients sont décédés, mais c'était des cas de transmission du donneur au receveur. Donc là, c'est un tout petit peu différent, parce que nous, on est dans le bilan précoce, on n'a pas encore les infos sur le donneur, mais désormais, tout le monde est testé. La sérologie est faite chez tous les receveurs et chez tous les donneurs. Et en gros, la sanction, ce sera la même, ce sera d'ivermectine à 2 doses, à J1 à J15. Et donc, en fait, c'est quand même très facile. Il y a des centres qui, d'ailleurs, déparasitent tout le monde à l'arrivée à la greffe, qu'ils aient voyagé en territoire tropical ou non. Et donc, les effets secondaires quand même de l'ivermectine sont assez faibles, donc on le fait très très facilement. Puis finalement, vous voyez qu'on parle de pays tropicaux, certes, mais en fait, il y a aussi des cas assez récente de 2024, et en fait on a des, vous voyez la probabilité de présence de l'angulule, en fait il y en a aussi aux États-Unis, il y en a aussi dans le sud de l'Europe, donc en fait c'est un peu difficile de se dire qu'il n'y a que dans les pays tropicaux, donc en gros on dépasse. Donc ça c'était pour le côté infectieux. Maintenant, considérant le risque de néoplasie, on essaye d'anticiper au maximum en fait, tous les risques qui pourraient survenir, parce qu'on ne peut pas tout prendre en compte, mais quand même, déjà au moins les dépistages habituels en population générale, ça ils sont très, très bien faits, avec une petite actualité sur le cancer colorectal. Maintenant, c'est pas l'hémoculte qui est fait 3 jours d'affilée, hein, c'est le TIF ou le FIT test, c'est le test immunologique fécal, et c'est une seule fois, donc pour le patient c'est un petit peu plus confortable quand même comme recherche. Voilà, sans oublier les mammographies et les frottis cervico-vaginaux pour les femmes. En gros, la règle, c'est s'il y a un cancer actif avant d'être transplanté, on attend. On n'est pas sur la liste active de greffe quand on a un cancer qui est en train d'évoluer. C'est du bon sens en gros. Sauf pour les cancers de prostate qui sont à faible de glycine assez bas, où il y a juste une surveillance, sauf si c'est des cancers de la peau in situ, vraiment rapidement opérés et où il n'y a pas de risque de dissémination, donc ça ne concerne pas le mélanome, et des masses rénales qui seraient vraiment de faible taille, moins d'un centimètre. Pour tous les autres, on va devoir traiter le cancer, et si, après preuve histologique, il y aura une contre-indication temporelle, et donc on va mettre le patient en stand-by le temps qu'on estime être suffisamment à distance pour qu'il n'y ait pas de récidive. Ce temps-là, il est hyper variable, on va dire c'est entre 2 ans et 5 ans, mais ça dépend de chaque type de cancer. Et ça, ces recommandations, elles sont reprises dans le CADIGO, et pour être très honnête, on y retourne à peu près à chaque fois qu'on a le cas de l'interrogation, parce qu'il y a tellement de cas différents qu'à chaque fois, il faut voir avec le spécialiste d'organes et les recommandations CADIGO. Et ces recommandations, je vais vous le montrer après. Il y a certains cas de cancer qui n'ont pas besoin de contre-indication temporaire sur la liste de greffe s'ils sont traités. Et donc, c'est le mélanome cette fois, les carcinomes cutanés non métastatiques, etc. Mais c'est à chaque fois on y retourne, parce que vous voyez, c'est ce genre de tableau où en fait on a l'organe concerné, le type de cancer et la durée de contre-indication. Mais en gros, la contre-indication, c'est 2 à 5 ans selon les types de cancer. Ça n'empêche pas forcément d'inscrire le patient, mais juste voilà, il y a une de l'ancienneté, mais on a tout. Au plan chirurgical, maintenant, la chose qu'on a essayé de mettre en place de façon vraiment récurrente à Dijon, là, c'est les RCP médico-chirurgicales, où pour le coup, parfois avec les chirurgiens, on ne se parle pas beaucoup, en tout cas pas assez, et donc chacun est un peu énervé contre l'autre quand ça ne marche pas en synergie. Donc on s'est dit, autant se mettre tous ensemble et décider ensemble de ce qu'on fait. Et donc, notamment les chirurgiens, c'est quand même eux qui font tout le geste, et donc ils ont une attention particulière sur est-ce que le geste il va être faisable, dans quelles conditions, est-ce qu'il va y avoir des complications opératoires. Et la question, par exemple, qui nous revient très fréquemment, c'est la question du poids du patient. Parce qu'un patient en surpoids, c'est pas forcément un problème. Un patient obèse, ça peut commencer à être difficile au niveau technique, au niveau chirurgical. Et donc se pose la question à chaque fois du BMI. Il n'y a pas que le BMI, c'est pas un critère strict. Les chirurgiens ne disent pas à 30,1 on ne greffe pas et à 29,9 on greffe. Ils regardent le scanner, ils regardent où est-ce qu'ils pourraient mettre le greffon, et à nous après d'amener la chose auprès du patient, à dire voilà, il faudrait atteindre un poids idéal de tant de kilos si c'est possible, afin de faciliter l'accès à la greffe. Ça c'est un peu délicat, mais il faut quand même qu'on fasse. Il y a aussi la question bien sûr de l'adéquation du greffon avec le
receveur. Et parfois, les chirurgiens nous donnent des directives. Par exemple, bah oui, c'est possible de greffer, mais il faudrait un greffon pas trop gros. Ou alors, il faudrait un greffon avec une seule artère et pas 3 artères parce que je n'aurais pas la place de les mettre, etc. Et ça, c'est vrai que nous, en tant que néphrologue, on n'a pas forcément cette finesse-là chirurgicale qui nous apporte et qui est vitale. Autre chose, faire la néphrectomie chez les polykystiques avant la greffe pour faire de la place. Tout ça, ça s'anticipe et donc c'est pendant ces réunions médico-chirurgicales qu'on en discute. C'est eux également qui vont nous aider à gérer le côté anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaire, notamment les indications de ces anticoagulants anti-agrégants lors des chirurgies, notamment le montage, etc. Et puis, ils regardent les axes vasculaires et les calcifications. On a actuellement un petit espoir là, qui est en cours pour les patients extrêmement calcifiés, pour lesquels en fait, la chirurgie est impossible. Il y a une prothèse qui est en cours de développement, une prothèse endovasculaire que les chirurgiens implantent avant. Donc, on ne sait pas quand va avoir lieu la greffe, mais avant. Et c'est sur cette prothèse endovasculaire que les chirurgiens viennent clamper, puis mettre le greffon. Et donc ça, c'est c'est l'endopréquite qui est en cours d'évaluation à Lyon. Il y a quelques patients à Dijon qui sont éligibles et qui viennent d'être opérés, qui sont en attente de greffe, et puis on va voir si ça marche, parce que ça pourrait favoriser l'accès à la greffe aux patients qui sont très très calcifiés et pour lesquels sinon on aurait dit bon bah on ne peut pas greffer parce que chirurgie avancée c'est pas possible et on ne le fait pas. Donc on met beaucoup d'espoir pour ces patients dans cet essai. Bon, vous savez tous aussi que quand on fait le bilan pré-greffe, ça veut dire qu'on fait des imageries. Et ça, c'est un petit peu parfois, on s'y perd un peu. Les recommandations, en fait, elles ne sont pas très dures. C'est-à-dire que il faut une imagerie thoracique annuelle. Voilà ce que ça dit. Et l'imagerie thoracique, elle peut être une radio. Bon. La recommandation du CADIGO, c'est que si on est allergique à plus de 30 paquets années, c'est quand même déjà pas mal, actif ou secret, eh ben, il faut un scanner. Clairement, de notre point de vue, il faut un scanner beaucoup plus facilement que ça, et d'autant plus qu'on va faire un scanner abdominopelvien pour tous les patients. Donc c'est assez facile au début d'avoir quand même un scanner TAP pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème pulmonaire. Et puis ensuite, on peut faire une radio abdominale, bien sûr. On fait le scanner, il n'y a plus de place pour l'ASP, pour la radio abdominale, ça on n'en fait plus du tout, c'est vraiment le scanner abdominopelvien. Ça permet quand même de voir les lésions qui seraient évolutives au niveau des natifs, les axes vasculaires, donc c'est quand même beaucoup plus précis. Et puis au niveau vasculaire périphérique, cette fois, c'est guidé par les signes cliniques, donc en fait ça après, ça se fait au fur et à mesure. Au niveau cardio, il faut le CG bien sûr, et le TT pour tout le monde. Normalement, le TT c'est annuel, c'est pas toujours réalisé de façon annuelle. Et un test de coronaropathie, que ce soit une coronarographie ou une scintigraphie myocardique ou d'effort, ça c'est à peu près chez tous les patients de plus de 50 ans ou des calcium. Voilà, donc ça c'était les risques généraux, on va dire, mais il y a d'autres choses dont je voulais vous parler, également ce qui est la consultation pré-greffe. Donc on fait une consultation pré-greffe pour tous les patients, bien sûr pour les informer, pour leur présenter la greffe. Mais ensuite, il y a, comme je vous ai dit, une RCP médico-chirurgicale pour les risques chirurgicaux, mais il y a aussi une RCP collégiale juste pour greffe ou pas greffe. Donc pour la décision d'inscrire sur la liste d'attente, la gestion des risques, pour est-ce qu'on l'inscrit, oui, en CIT ou non, enfin voilà, pas en CIT, pour combien de temps, est-ce qu'il y a des examens qui manquent, etc. Et ensuite, on résume tout ça dans une fiche standardisée afin que toutes les infos soient au même endroit pour que la personne qui est l'appel de greffe la nuit de l'agence de la biomédecine à 3h du matin n'ait pas toutes les informations à aller collecter à droite à gauche en disant mais est-ce qu'en fait il y a un scanner qui a été fait à un autre endroit, etc. Que tout soit résumé et qu'on sache d'un seul coup d'œil si le bilan est allé ou pas. Et puis, le résultat de cette RCP, c'est-à-dire quand il est négatif et qu'on pense qu'il y a vraiment un risque qui dépasse le bénéfice et que nous, facilement, on dit bah, non, c'est peut-être moins facile après de l'annoncer aux patients. Donc on se propose aussi de l'annoncer aux patients pour que ce ne soit pas l'équipe quotidienne qui s'occupe du patient 3 fois par semaine et qui le voit, qui le connaît bien, qui l'apprécie, qui soit obligé de se faire porteur entre guillemets de la mauvaise nouvelle et de dire bah non en fait la greffe ne sera pas accessible pour vous ici. Donc du coup on peut aussi faire les rendus de cette RCP. Un autre point que je voulais aborder, c'était la gestion de la néphropathie initiale. On sait tous qu'il y a des moments où on ne peut pas biopsier, où on arrive trop tard, où les patients n'ont pas le diagnostic final et on va mettre néphropathie indéterminée. Le problème, c'est qu'il y a plein de néphropathies qui récidivent. On a pas mal de
en ce moment, par exemple des HSF qui finalement récidivent, des maladies à dépôt d'immunoglobuline où en fait c'était la cause de la perte du rein, mais on n'avait pas envoyé en électronique, et puis finalement rétrospectivement ça récidive sur le greffon, des hyperoxaluries primitives ou secondaires, des choses comme ça qui ne sont pas faciles à diagnostiquer initialement et qui prennent une importance vraiment importante après la greffe. Et donc on va essayer au maximum d'être sûr qu'on a fait tout notre possible pour diagnostiquer la néphropathie initiale afin de maîtriser le risque de récidive. Et c'est d'autant plus rageant par exemple quand c'est un SAFU et que c'est accessible à l'écosystème en post-greffe. Et puis le dernier point, je vois que je ne vais pas conclure, je suis désolée. Le dernier point, c'est à mi-chemin entre la fin de la greffe et le début de la greffe, parce que c'est la gestion de l'immunosuppression quand on a perdu son greffon. Donc on va dire qu'on travaille s'arrête là, mais en fait finalement pas trop, parce que maintenant on va beaucoup retransplanter, réinscrire sur liste. Et donc je voudrais juste attirer votre attention sur des choses qui sont assez récentes aussi, puisqu'on parle d'actualité. C'est un article des Italiens qui est paru en juillet 2024. Ils ont pris 185 patients qui étaient en dialyse, mais en dialyse après échec de greffe. Et ils ont comparé, est-ce que c'est pareil si on continue les immunosuppresseurs ou si on les arrête? Et donc en fait, il y a deux groupes qui ont été faits, un qui garde les immunosuppresseurs après la perte du greffon, et un qui les poursuit. Un qui l'arrête et un qui poursuit. Et dans les deux groupes, donc vous voyez le PRA dont je vous ai parlé là en cross-match tout à l'heure, à 12 et 24 mois, quand on a continué les immunosuppresseurs, ce PRA il est à 29% à 1 an. Quand on les a arrêtés, il est à 85% à 12 mois. Donc ça c'est assez significatif quand même. Et ça veut dire que clairement on a l'impression qu'on s'immunise énormément si on arrête les immunosuppresseurs en dialyse. La conclusion de cette étude, c'est qu'il faut continuer des petites doses d'immunosuppresseurs et des petites doses de corticoïdes. Ce qu'on pourrait me poser, et je l'entendrai tout à fait, c'est oui, mais ils vont avoir plus de complications et ils vont mourir de complications liées aux immunosuppresseurs. Alors peut-être, je vais vous montrer après les résultats de ça. Et juste avant, donc ça c'était le résultat des PRA, et quand même en pratique courante, ça veut dire quoi? Ça c'est le temps d'attente sur la liste active, le temps d'attente sur la liste de retransplantation, là c'est en jours. Donc quand on a arrêté son traitement immunosuppresseur, on va attendre plus de 1000 jours avant d'être transplanté. Alors que quand on l'a continué, on attendra moins de 500 jours. C'est quand même la moitié moins du temps qu'on va passer en dialyse. Et donc sur les complications, oui, c'est vrai, il y a un petit peu plus de complications infectieuses. Mais en fait, il n'y a pas plus d'infections graves. Et il n'y a pas plus de cancer, et il n'y a pas plus de complications cardiovasculaires. Donc en fait, ces études, elles vont dans le même sens que d'autres études qui étaient déjà parues avant, françaises d'ailleurs, en 2021, en 2023, qui allaient encore dans ce sens-là de continuer les immunosuppresseurs. Bien sûr, on ne les met pas à pleine dose. En gros, T0, de Tacro 3, 4, Cyclo 40, et puis 5 mg de cortico. Et ça, c'est l'expression réelle de ce qui se passe. Un patient, pas trop immunisé, un petit peu pas trop, on perd son greffon, on arrête les immunosuppresseurs. Ça c'est CDSA en single antigène. Là, clairement, l'accès à la greffe devient, je ne vais pas dire impossible, mais vraiment compliqué. Donc voilà, ça c'est le message. Et donc, merci beaucoup pour votre attention.